Madame, Monsieur, bonjour. Soyez naturellement les bienvenus dans ce 13h. Vous le savez, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part en N'Djamena au Tchad au Forum de l'eau qui s'est tenu du 15 au 16 juillet. Aux côtés de ses pairs, le numéro 1 gabonais a défendu l'approche fondée sur l'investissement, la gouvernance africaine et la coopération africaine afin de garantir un accès durable à l'eau. Communication présidentielle pour les détails. De retour de N'Djamena en République du Tchad, où il a pris part au Forum africain de l'eau, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a regagné Libreville. À son arrivée à l'aéroport international Yamba, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président du gouvernement. Pendant 2 jours, le président gabonais a pris part aux côtés de ses homologues africains à une réflexion consacrée à l'un des défis majeurs du continent, garantir un accès durable à l'eau potable pour tous. Face à la croissance démographique, aux effets du changement climatique et aux besoins croissants en infrastructures, les dirigeants africains ont appelé à accélérer les investissements, renforcer les partenariats et mutualiser des solutions afin de faire de l'eau un véritable moteur de développement. Pour le Gabon, cette participation s'inscrit pleinement dans la vision portée par le chef de l'État qui fait de l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement une priorité nationale. Les échanges de N'Djamena ouvrent de nouvelles perspectives en matière de financement des infrastructures hydrauliques, de coopération technique et de transfert d'expertise. Ce sommet a également permis au Gabon de consolider ses relations avec plusieurs partenaires africains et internationaux, créant ainsi les conditions d'un accompagnement renforcé pour les projets nationaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement et de sécurisation de la ressource. Au-delà des engagements pris, la présence du président Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme la volonté du Gabon de contribuer activement aux grandes décisions africaines et de faire de la sécurité hydrique un levier de santé publique, de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l'État rentre ainsi avec des perspectives concrètes de coopération et de financement qui viendront soutenir les réformes engagées afin d'offrir aux populations gabonaises un accès toujours plus durable à l'eau potable. On reste à N'Djamena, au Tchad, où le chef de l'État a porté la voix du Gabon aux côtés de ses homologues. Entre bilan des réformes engagées et appel à une action commune, on retrouve nos confrères de la communication présidentielle. Un même sol, une même urgence. À N'Djamena, plusieurs chefs d'État se sont retrouvés ce jour pour parler d'eau, ou plutôt de son absence dans le quotidien de millions de familles africaines. Parmi eux, les présidents de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Bénin et de la République tchadienne, qui lui a officiellement déclaré ouverts les travaux du Forum africain consacré à l'eau. Devant ce parterre de chefs d'État, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris la parole pour rappeler un paradoxe qui touche tout le continent avant d'exposer la vision du Gabon. Depuis 2023, le Gabon s'est doté d'un code moderne de l'eau qui encadre la gestion de la ressource, la régulation des opérateurs et la réponse aux situations d'urgence. Nous avons également engagé une réforme majeure, la séparation de notre opérateur national, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ECG, en 2 identités distinctes. L'une dédiée à l'eau et l'autre à l'électricité. Le chef de l'État a rappelé que l'accès à l'eau potable est inscrit comme droit fondamental dans la Constitution gabonaise et qu'il constitue le premier pilier de son projet de société. Un pacte national hydrique est aujourd'hui en cours avec un portefeuille de projets prioritaires évalué à plus de 1700 milliards de francs CFA. Mais le président n'a pas éludé les difficultés. Devant ses homologues, il est revenu sans détour sur la crise que traverse Libreville depuis plusieurs années. Je me dois ici de tenir un discours de vérité. Depuis 2014, Libreville traverse une grave crise d'approvisionnement en eau. Au premier semestre de cette année 2026, nous avons déclaré en toute responsabilité l'état d'urgence hydrique, mobilisé des brigades et encadré systématiquement la distribution informelle de l'eau qui s'était établie dans notre capitale.
Le chef de l'État a également plaidé pour des financements mieux adaptés aux réalités africaines et pour que les grands chantiers s'appuient davantage sur les compétences locales plutôt que sur une assistance technique importée. Pour gagner cette bataille, il apparaît impérieux de solliciter et d'encourager nos institutions financières africaines à jouer pleinement leur rôle à nos côtés. Nous les invitons à accompagner nos États avec des conditions de financement adaptées, innovantes et véritablement favorables à nos réalités. C'est donc un appel à l'action collective pour que l'accès à l'eau cesse d'être un vœu et devienne, comme il a résumé, une réalité concrète pour chaque citoyen du continent. Tout autre chose à présent à Libreville, audience à la vice-présidence du gouvernement où Herman Imongo a échangé avec une délégation venue présenter 2 projets destinés à promouvoir la recherche, la culture et l'innovation en Afrique, des initiatives qui ambitionnent de mettre l'expertise africaine au service du développement et des politiques publiques. Ray Moussavou, Peter Manfumbi pour le point. Au cours des échanges, la délégation a présenté au vice-président du gouvernement Herman Imongo un premier projet de création d'une Académie nationale des sciences, des arts et des lettres. Une initiative qui vise à fédérer les compétences gabonaises, à valoriser les talents nationaux et à mettre l'expertise des chercheurs, artistes et intellectuels au service des politiques publiques. Le Gabon regorge de talents. L'intelligentsia gabonaise rayonne à travers le monde et pourtant au niveau national, peu de Gabonais savent ce que font les intellectuels gabonais. Donc il s'agira d'aller chercher cette intelligentsia gabonaise et de la rassembler autour d'une Académie nationale des sciences, arts et lettres. L'Académie nationale des sciences sert souvent de conseil aux décideurs. Le second projet, porté par l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, est d'envergure continentale, baptisé Initiative Confiance. Cette plateforme entend promouvoir une réflexion africaine sur les enjeux de l'intelligence artificielle, de la spiritualité et de la paix. Nous voulons inviter les Africains à une réflexion pour qu'ils puissent se prononcer sur l'Africain qu'ils souhaitent être et devenir à l'ère algorithmique. Et ce, à travers donc des axes programmatiques, un grand forum annuel qui rassemblera donc tous ceux qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Nous allons prêter une attention particulière à l'écologie du langage. Nous avons un axe sur la formation de la jeunesse, un axe sur le pacte numérique africain. À l'issue de cette audience, le vice-président du gouvernement Herman Imongo a salué ces initiatives, estimant qu'elles s'inscrivent dans les ambitions du plan national de croissance et de développement. Les promoteurs de ce projet espèrent désormais bénéficier de l'accompagnement des autorités pour leur mise en œuvre et contribuer ainsi au rayonnement du Gabon sur les plans scientifiques, culturels et technologiques. À la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaowono, président de cette institution, a reçu les agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon qui poursuivent leur démarche institutionnelle. Ils sont venus exposer leurs préoccupations relatives au règlement des droits et prestations des années de service de l'État. Doris Cruz-Nkulu. Nouvel interlocuteur, nouvelle étape dans la défense des droits des anciens serviteurs de l'État. Quelques jours après la validation officielle de leur association par le ministère de l'Intérieur et sa présentation au ministère de la Défense, les responsables de l'Union des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon franchissent les portes de la Cour constitutionnelle. Reçus au pavillon Omar Bongo par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abaowono, les membres du bureau directeur sont venus porter à la connaissance de la haute juridiction les préoccupations liées au règlement des droits et prestations dues aux agents retraités, en reconnaissance des services rendus à la nation. L'article 94 parle de paiement des services rendus de tout agent retraité, de tout agent lorsqu'il va à la retraite. Il doit avoir une indemnité de services rendus. Et l'article 104 parle de 80% du dernier salaire de base qui part avec l'argent qui va à la retraite. À l'écoute de ces doléances, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abaowono
a rappelé le cadre institutionnel et juridique dans lequel s'inscrivent ces revendications. Il a également invité ses interlocuteurs à privilégier les voies légales, le dialogue institutionnel et le respect des procédures, afin de favoriser un traitement approprié de leur dossier. L'article 104 dit que lorsqu'un agent de force de défense et de sécurité va à la retraite, je vais prendre le cas de deuxième classe à colonel, le dernier, donc la pension ne doit pas être inférieure à son dernier salaire de base. Le dernier salaire de base nous octroie 80%. Donc notre pension n'a pas été calculée à base de 80% qui est dans le statut particulier militaire. Une audience placée sous le sceau de l'écoute républicaine, où le dialogue entre les institutions et les anciens défenseurs de la nation s'affirme comme un levier essentiel pour garantir la protection de leurs droits et le respect des engagements de l'État. 1500 dossiers de candidature des travailleurs gabonais pour la promotion dans les ordres honorifiques de l'État sont examinés à la chancellerie des ordres nationaux en prélude aux festivités de la fête de l'indépendance prochaine. Le point avec Alain Zué Ndemezou. C'est un conseil ordinaire des ordres nationaux pour l'année 2026 qui s'est tenu sous la présidence du vice-amiral d'escadre Keba Malekou Yves en sa qualité de grand chancelier président du conseil des ordres nationaux. Après la minute de silence en la mémoire du dignitaire Emmanuel Ondometogo, ancien membre du Conseil des ordres nationaux, décédé le 11 février dernier, Yves Keba Malekou a remercié et félicité l'expertise de ses pairs tout en rappelant leur mission principale. Je salue et me félicite de l'expertise de chacun de vous qui va permettre d'élever la qualité de nos travaux. Les admissions nouvelles ainsi que les promotions dans les différents ordres nationaux qui en découleront donneront forme aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, qui attache du prix au respect scrupuleux des dispositions statutaires de notre institution, dont la mission réside principalement dans la reconnaissance et l'octroi des distinctions honorifiques à celles et ceux de nos compatriotes qui se sont illustrés dans leur domaine d'activité. Sur 1491 dossiers de candidature retenus sur l'ensemble du territoire national et dans nos différentes représentations diplomatiques depuis le mois de mars dernier, 1268 ont été retenus. Les différents récipiendaires seront donc honorés lors des festivités du 17 août 2026, date qui verra la commémoration des 66 ans de l'indépendance du Gabon. L'autre grand titre du journal, vous le savez, le nom du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon est connu. Il s'agit du Français Sébastien Migné, âgé de 54 ans. Le service des sports de Gabon Première nous fait son portrait dans ce reportage. Pour les années à venir, Sébastien Migné aura la lourde responsabilité de diriger la sélection gabonaise. À 54 ans, le technicien français est un homme rompu à la tâche. Il a par ailleurs été aux côtés des tacticiens tels que Jean-Pierre Papin et Claude Leroy, et y a fait ses classes avant de prendre son envol. Son rôle d'adjoint à Strasbourg ou encore à Lens lui a permis d'assimiler la maîtrise du football avec une organisation défensive solide, un engagement physique total et une grande adaptabilité tactique. Sur le continent, Sébastien a connu plusieurs sélections, la République démocratique du Congo, le Togo et le Cameroun en qualité d'adjoint et la Guinée équatoriale, le Kenya en tant que sélectionneur principal. Il a donc la particularité de connaître le football africain. Plus récemment encore, son poste de sélectionneur de l'équipe d'Haïti avec en prime une deuxième qualification en phase finale du mondial semble avoir séduit la maison Alexandre Samba. Il a pour rappel été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008 avec Lens, vainqueur de la Coupe du Golfe Persique en 2009 avec l'équipe d'Oman et a qualifié le Kenya à la Coupe d'Afrique 2019 après 15 années d'attente. C'est donc un technicien expérimenté qui prend la gestion de l'équipe gabonaise avec l'ambition de restructurer une sélection en quête de renouveau. Seulement, il est clair que le 12e homme ne lui offrira pas de ronde d'observation. Place au travail. L'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel vient de terminer son premier conseil d'administration de l'année 2026, une session statutaire consacrée notamment à l'examen du budget, mais aussi aux principales préoccupations du personnel. Le point avec Georges Kombila.
Ce conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, ANFP, le premier de l'année 2026, intervient sans nul doute pour apporter des réponses aux préoccupations des agents, notamment le paiement des primes de rendement, la gestion de la matière d'œuvre, la régularisation des situations administratives, ainsi que l'organisation des concours. Satisfait de la qualité des échanges, le directeur général de l'ANFP a remercié le président du conseil d'administration PCA pour la conduite des travaux et la qualité des débats. Je suis très satisfait déjà au niveau de la conduite de ce conseil d'administration. Je remercie encore une fois le président du conseil d'administration qui a pesé de tout son poids pour faire en sorte que tout le monde reste dans la logique d'aller de l'avant. Ce conseil d'administration marqué par la présence des partenaires sociaux et des partenaires économiques a également permis au président du conseil d'administration de s'exprimer sur la question des paiements des primes de rendement, dossier très attendu par les agents. Ce qui concerne l'argent, nous avons des promesses au niveau du Trésor. Je crois que Madame le ministre s'est occupée de cela, parce qu'ils étaient avec le DG auprès du ministre de l'économie, des finances. Je crois que la procédure suit son cours. Il faut indiquer que cette session statutaire était consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2026 avant sa mise en œuvre conformément aux orientations arrêtées par les administrateurs. Une nouvelle plateforme digitale dénommée DigiPay vient de voir le jour. Cette nouvelle solution de paiement numérique destinée à simplifier les transactions des usagers a été lancée hier par le ministre de l'Économie, en présence de nos reporters Joël Sédou et Sarah Zan. Simplifier et moderniser les transactions financières entre l'administration et les usagers, c'est tout l'enjeu de cette plateforme numérique DigiPay. Ça permet de faciliter la vie au quotidien des populations et en même temps de moderniser notre économie en traçant les paiements de chaque service. À la mairie de Libreville, ce nouvel outil devrait faciliter et simplifier la collecte des recettes et améliorer l'efficacité du service municipal. Cette opération nous a permis d'apprécier les avancées significatives qui ont sont opérées, qui ont été réalisées en ce qui concerne la digitalisation. Donc au niveau de la commune de Libreville en particulier, nous sommes en relation avec les commerçants et dans ce contexte-là, nous allons pouvoir faire en sorte que, à travers les relations que nous avons avec les commerçants, nous puissions justement leur permettre d'utiliser la digitalisation. Désormais, tout établissement agréé par la Banque centrale et connecté au réseau JIMAC donnera la possibilité aux utilisateurs d'effectuer leur paiement de manière dématérialisée. On est vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir lancer le service facturier au sein de ce qu'on appelle JIMAC, qui est la plateforme d'interopérabilité des paiements, c'est-à-dire un établissement de mobile money peut envoyer de l'argent à une banque, il peut envoyer de l'argent à une microfinance, et pas juste à l'échelle du Gabon, mais à l'échelle de la zone CEMAC, que n'importe quel établissement agréé par la Banque centrale. Avec le déploiement de DigiPay, les autorités entendent accélérer la transformation numérique des services publics en offrant aux citoyens des moyens de paiement rapides et sécurisés adaptés aux exigences de l'économie numérique. En parlant justement de numérisation des services, l'hôpital sino-gabonais emboîte le pas en digitalisant ses services grâce à l'application e-Gabon 6, un système qui vient mettre fin aux longues files d'attente des patients pour une meilleure fluidité du service. Les détails avec Doris Gouzoukulu. Les longues files d'attente pourraient bientôt appartenir au passé à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Ici, grâce à l'application e-Gabon SIS, le parcours du patient est entièrement optimisé. Dès l'appel de son nom à l'accueil, il est aussitôt orienté vers le médecin. Après l'enregistrement, son nom s'affiche sur la machine. Et du coup, quand le nom s'affiche, nous sortons le flux reçu. Objectif, réduire les délais d'attente et fluidifier la prise en charge. Autre changement majeur, le carnet de santé papier cède progressivement sa place au dossier médical numérique. On n'aura plus besoin de permis d'application si tout le monde s'arrive à la digitalisation. À la pharmacie également, la transformation est visible. La gestion informatisée permet un meilleur suivi des stocks et limite
les risques de rupture de médicaments. Pour le responsable de l'établissement, la numérisation constitue une étape décisive dans la modernisation du système de santé, au service des patients comme des professionnels. Le monde actuel, la santé actuelle, c'est la santé numérique. Et Dieu merci que la digitalisation fait également partie des objectifs du président de la République, et qui l'a dit encore récemment que l'économie est asphyxiée, donc il faut digitaliser les paiements. À ce jour, 13 structures sanitaires du Grand Libreville sont déjà numérisées. Une dynamique appelée à s'étendre progressivement à l'ensemble des établissements de santé du pays. Santé toujours avec le lancement de la caravane humanitaire du SAMU social gabonais. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel pour bénéficier gratuitement de consultations médicales, une initiative visant à rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Sheila Mebali. Dès l'ouverture de la caravane humanitaire du SAMU social gabonais, les populations ont répondu présentes. Les consultations se déroulent dans plusieurs spécialités, notamment en ophtalmologie, gynécologie, médecine bucco-dentaire et médecine générale. Avec 505 agents déployés sur l'ensemble du territoire, nous pouvons faire des caravanes toute l'année, 24 heures sur 24. Cette initiative vise à rapprocher les soins des populations et à faciliter l'accès des consultations médicales spécialisées gratuites. Le SAMU social fait en principe 80 missions médico-humanitaires dans caravane par an. Cette année, nous n'avons fait que 9 sur l'ensemble du territoire. Je ne parle pas des activités quotidiennes des 19 SAMU sociaux qui font presque aussi caravane. Mais les grosses comme celles qu'on a organisées aujourd'hui, c'était important qu'on les fasse dans les conditions actuelles, d'autant plus que tout le monde dans le pays réclame les caravanes. Nous espérons vivement avoir les moyens nécessaires pour faire l'ensemble des départements. Au-delà des consultations, cette opération humanitaire traduit la volonté des autorités sanitaires de renforcer la proximité des services de santé et de répondre aux besoins des populations grâce à des actions concrètes sur le terrain. Une caravane qui se poursuivra dans les prochains jours afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces prestations médicales. Dans le Haut-Ogooué, on parle réhabilitation des voies secondaires en béton, d'abord dans la commune de Franceville, où les quartiers Ombélé et Djamiti vont bientôt être reliés. Une initiative du président de la République qui ravit les riverains, comme nous le précise Wilson Woubakassa. Rallier les quartiers Ombélé et Djamiti en un temps record et en toute sécurité sera désormais possible dans les toutes prochaines semaines. Et ce grâce au lancement des travaux d'envergure des réhabilitations des voies des communications en béton réalisées par l'entreprise Bakoref à la demande du président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Exécuté aujourd'hui sur un linéaire de 3 km, les populations des 10 quartiers autrefois considérés comme sous-développés voient progressivement leur rêve se concrétiser. Avant, on se moquait parce qu'on quittait de Ngali jusqu'ici. Tu n'as pas 1000 francs, tu n'as pas 2000 pour des courses, on ne peut pas vous regarder. Mais au finish, on voit que nous sommes un quartier béni, on est dans la joie. Le président nous a fait quelque chose de grand. Vraiment, on bénit cet homme. C'était très difficile pour moi-même qui vous parle, pour amener une brique. Ici, là, j'ai quitté avec ça dans le quartier, là-bas, dans le panier. Et c'était pénible. Mais aujourd'hui, là, les thèmes rentrent déjà, déposer les briques à la maison. Sur le terrain, les ouvriers de l'entreprise adjudicataire sont à pied d'œuvre sur cette seconde voie bétonnée qui avance à pas de géant. La première étape était celle de faire un reprofilage. Là, nous avons fait le reprofilage, nous avons réglé. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape du bétonnage, comme vous voyez derrière moi. Cette voie-là, qui part de la Gère jusqu'à l'IAS, la largeur même de la route, elle fait 7 mètres. Plus 1,5 mètre de chaussée, c'est-à-dire piéton, de part et d'autre. L'épaisseur, il est à 15 cm. Les travaux sont prévus s'achever ici dans une semaine. Cette fois, nous partons dans le département de l'Alé-Bombileyou, précisément à Mwanda, pour parler du démarrage des travaux de reprofilage des voiries secondaires de cette ville qui s'était dégradée au fil du temps et qui avait besoin d'une cure de jouvence, comme nous le rapporte notre correspondant Guy Machupa.
Initiative de l'équipe dirigeante actuelle de la commune, l'opération de reprofilage des voiries secondaires de la ville de Mwanda est effective. Elle a été amorcée par le quartier Alliance. Nous avons sillonné les quartiers pour informer les populations de ce que les voies secondaires étant impraticables dans certains quartiers, il était nécessaire pour nous de lancer cette opération. Une dizaine d'entreprises en activité dans la cité minière appuient la mairie dans la matérialisation de l'opération. Donc, comme on dit, l'union fait la force. La mairie seule ne pouvait pas aller au bout de ce challenge. Donc voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement de nos partenaires, donc des entreprises installées sur le territoire communal de Mwanda. Dans ces quartiers d'accès difficiles, c'est le soulagement. On tire un coup de chapeau à l'équipe municipale. Aujourd'hui, la mairie de Mwanda a pensé cette route-là. Vraiment, ça me fait la joie. C'est une bonne chose, c'est pour rendre notre ville plus ou moins propre. Nos quartiers doivent être bien désenclavés. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes surpris de voir notre quartier, l'Alliance, la route là, jusqu'à l'église catholique, en train de travailler. On commence à constater un changement depuis que la nouvelle équipe est en place. Petite ombre au tableau, l'incivisme de certains citoyens et sur la question, la mairie entend rester ferme. Certaines personnes avaient construit sur les voies et ces personnes ont été déjà informées. Elles vont recevoir dans les prochains jours des notifications leur demandant de prendre des dispositions pour engager la casse. Les travaux sont étalés sur toute la période de la saison sèche. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis partout dans le Gabon et même ailleurs. À 20h, vous serez avec Marina Boissa. Moi, je vous dis au revoir et à demain, 13h.